Oui, enfin, c'était pas les taux d'épargne. Ce que je parlais, c'était sur les résultats de 2023 qui permettent d'anticiper et d'avoir une anticipation des résultats de 2024. Et je maintiens qu'à partir du moment où ce que vous indiquez en 2023 dans les tableaux, c'est-à-dire on voyait bien que les revenus disponibles bruts, leur augmentation, elle était tirée par les revenus du patrimoine et pas par les revenus des salaires. Je me souviens parfaitement du tableau de l'INSEE. Inévitablement, ça induit quelque chose en termes d'inquiétude pour l'avenir. Et donc, les revenus qui le peuvent, en termes justement de requérir l'épargne plutôt qu'au fait de finalement consommer les moyens que vous avez disponibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne rassure pas sur la suite et qui induit peut-être justement le fait d'avoir plus d'épargne. C'est pour ça que je veux dire que ça peut être quelque chose qui peut au moins permettre d'alarmer, quoi. Et vous me dites que non. Moi, si je peux rebondir, Monsieur le Président, les théories, enfin, vous savez, j'en ai écrit des milliers de pages sans doute sur les arbitrages consommation-épargne. Mais lorsqu'on est tendu au niveau du revenu et qu'on a son pouvoir d'achat qui baisse, on a plutôt tendance à lisser et à baisser son taux d'épargne. Est-ce que la baisse des revenus n'emporte pas les mêmes conséquences, en tout cas à 100%, sur la baisse de la consommation? Or, là, c'est très difficile de savoir exactement quelle est la consommation, l'évolution de la consommation des ménages selon qu'ils avaient plutôt tel type de revenu ou tel autre. Mais ce qu'on observe globalement, c'est quand même une hausse du taux d'épargne dans un contexte où le ressenti de la population est un ressenti de pouvoir d'achat faible. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement intuitif. Et c'est pour ça que ce n'était pas attendu par l'ensemble des conjoncturistes. Alors il y a d'autres facteurs qui jouent sur l'arbitrage consommation-épargne. Il y a la composition du revenu, vous l'avez dit. Il y a éventuellement la peur dans l'évolution du marché de l'emploi. Mais on était en 2023 dans une période où le marché de l'emploi était plutôt bien orienté. Il peut y avoir ce qu'on appelle le comportement ricardien, pour être pédant, ce qui est le fait d'avoir peur des déficits publics et de se dire les déficits publics actuels peuvent laisser prévoir une hausse des impôts et on épargne dans cette perspective quand on a les moyens de le faire. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Très objectivement, moi, je vous interrogerai d'autres, peut-être qui auront une science supérieure à la mienne, mais nous, aujourd'hui, à l'INSEE, nous n'avons pas, et encore une fois, on a consacré un éclairage de la note de conjoncture de décembre à l'élévation du taux d'épargne en France et dans les autres pays, puisqu'on a eu quelque chose de similaire à peu près en Allemagne, notamment. On n'a pas encore explication globale de l'élévation du taux d'épargne. Et d'ailleurs, on l'a dit, il peut aussi y avoir des comportements de sobriété, encore une fois pour ceux qui en ont les moyens. On retarde le renouvellement du remplacement de son véhicule, etc. Donc moi, je suis assez modeste là pour le coup sur l'évolution du taux d'épargne. Okay. Et ce que je constate pour l'avenir, c'est que la plupart des prévisions, là encore constaté au Conseil des finances publiques lorsqu'on a fait notre avis en septembre, tablent sur le fait que ce taux d'épargne a des marges à la baisse et qu'il devrait baisser pour soutenir la demande dans la période qui vient. C'est peut-être du wishful thinking, mais c'est ce que font la plupart des conjoncturistes. Ok. Dernière question sur le rapport de l'IGF. L'écart s'explique aussi par une surestimation de la masse salariale, alors que le gouvernement prévoyait une augmentation de la masse salariale de 6,1% pour 2023 dans le PSTAB 2023 et même de 6,5% dans le PLF 2024. Elle n'a finalement augmenté que de 5,3%. De votre côté, vous estimiez sa croissance à 5,7% dès l'été 2023. Selon l'IGF, cette différence entre les prévisions s'expliquerait par une différence méthodologique. Votre prévision semble à l'évidence plus fiable. Pourriez-vous donc nous indiquer quelles sont ces différences méthodologiques ? Écoutez, vous me posez du colle parce que je n'ai pas complètement le rapport de l'IGF en tête et je ne me rappelais pas cette mention de différence méthodologique. Mais je crois me rappeler, alors vous êtes toujours sur 2023, hein, oui. Je crois me rappeler que fin 2023, il y a eu un ralentissement rapide de l'inflation et des salaires, qui n'était pas complètement prévu par tout le monde et pas par le gouvernement, et qui a pesé sur bien sûr l'évolution de la masse salariale et partant des cotisations sociales et de la CSG en fin d'année 2023. Et ça concourt à sans doute, mais vous sur le déficit. Alors nous, un peu mieux prévu. Nous, il me semble qu'on avait un peu mieux vu le ralentissement des salaires. Bon, c'est toujours facile d'avoir raison a posteriori, j'en tiens pas gloriole, mais et effectivement, je crois aussi
me rappeler, mais là encore c'est à vérifier, que dans un avis du HFP, on avait pointé un petit risque à la baisse sur les salaires et les cotisations à cette époque-là. Mais c'est à vérifier. Bah, si je pouvais avoir même plus tard des informations sur ces différences de méthodologie. La différence de méthodologie, je demanderai. D'accord. Je suis venu avec Nicolas Carnot, j'ai oublié de le dire, qui est le directeur des études et synthèses économiques, donc qui rend sur la conjoncture, les comptes nationaux et les études économiques à l'INSEE. Je rends grâce à vos prévisions. Là, voilà. Et Nicolas, ça te dit quelque chose? Bon. On vérifiera. Donc, pas. Donc différence méthodologique voilà. sur ma céréale. Bon, enfin, dernière